Donc, je vais la présenter. Donc, nous sommes heureux d'avoir avec nous deux présentatrices aujourd'hui. Madame Joanne de Montigny est psychologue clinicienne. Elle travaille au CUSUM auprès des patients en fin de vie et leurs familles en deuil. Elle y a déjà travaillé pendant une trentaine d'années. Elle a formé une vingtaine de psychologues qui aujourd'hui œuvrent en soins palliatifs dans divers contextes de soins. Puis, pendant plusieurs années, Joanne a enseigné à l'UQAM et à l'Université de Montréal sur les phénomènes relationnels entourant la mort. À ce jour, Joanne de Montigny se consacre à sa pratique privée essentiellement, qui est axée sur le processus de mourir et du deuil. En 2018, elle a reçu le prix professionnel de l'Ordre des psychologues du Québec et en 2019, le prix de reconnaissance de l'Association québécoise de soins palliatifs. Donc, je vous laisse aujourd'hui avec sa présentation qui porte sur penser la mort est une chose et la vivre en est une autre. Donc, je vais partager l'écran et je vais vous céder la parole. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Super bien. Bon, alors je salue tout le monde et puis merci de cette belle invitation. Ça me fait plaisir de vous parler d'un sujet qui est quand même toujours un peu pesant, mais si ça me fait plaisir, c'est parce que j'ai beaucoup appris par le sujet de la mort et par la mort des sujets. Alors, on va aller tout de suite à notre présentation. J'ai regardé notre sujet en pensant à la mort par le seul moyen possible qui est par le biais de la vie. C'était bien la diapo précédente, celle que vous venez de mettre, s'il vous plaît. Oui, donc par le biais de la vie, c'est ainsi qu'on peut quand même penser la mort. Et puis, on la pense et la vit tout autrement à son chevet ou quand on est en train de la vivre. On y reviendra. Parler de la mort par le biais de l'accompagnement. Attendez, je ne vois pas le reste de ma phrase. Ça ne sera pas long. Voilà. Oui, par le biais de l'accompagnement et de la perte. Alors, c'est que on va voir que quand même dans la vie, les personnes qui sont capables beaucoup de nous parler de la mort de quelqu'un, c'est vraiment une famille qui a pu être au chevet de la personne. Et elle peut nous parler de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a ressenti. Alors, par l'accompagnement, il est clair qu'on peut parler de la mort autrement que de la penser à long terme avant d'y être confronté. Parler de la mort par le biais du deuil traumatique, on touchera un petit mot de ça, mais vous savez qu'avec la COVID, les deuils peuvent maintenant être vécus de façon traumatisante du fait de n'avoir pas pu être là pour accompagner quelqu'un qui meurt malheureusement seul. J'ai eu encore une lettre hier pour me dire « J'étais pas là quand mon frère est mort ». On l'a débranché et ce qu'on a fait par Zoom, c'est le saluer avant qu'il meure. C'était très poignant et ça peut être un souvenir traumatisant. Parler de la mort par le biais de son caractère irréversible. Certains auteurs parlent du deuil pour parler de différents deuils dans la vie. D'autres, comme moi, nous pensons au deuil par la perte d'un être cher qui est décédé. Pour moi, l'irréversibilité de la mort m'autorise à employer le mot deuil. Pour le reste, j'appelle les pertes majeures qu'on peut traverser durant la vie. Explorer le sujet de la mort par le biais des penseurs, des poètes, des écrivains et encore par le témoignage des endeuillés. Vous savez, les penseurs, les poètes, les écrivains, si on ne les avait pas pour mettre des mots sur toutes ces émotions, on aurait encore beaucoup plus de mal
de parler, de traiter du sujet de la mort. On y va, suivant. Alors la mort questionne, elle impressionne. Plusieurs diront qu'elle donne du sens à la vie. Attention, ce n'est pas la perte comme telle de l'être cher, mais ce que ça fait vivre, ce que ça peut peut-être transformer en nous, l'héritage du défunt, on regardera ça. Tout ça peut donner du sens à la vie. Ça soulève une angoisse diffuse au fond de chacun. Je suis toujours étonnée, puis en même temps, je l'entends bien, quand les personnes me disent « j'ai pas peur de mourir ». Pour moi, c'est le cours normal des choses. Et c'est drôle, pour moi, ayant travaillé plus de 29 ans en soins palliatifs, je dois dire qu'elle me fait peur, on en reparlera. Survient toujours trop tard ou trop tôt, cette mort. On pourra dire « Ah mon Dieu, il était jeune ou il était âgé, mais c'est justement, il nous apprenait encore tellement par sa sagesse. » La mort, elle nous éblouit et en même temps, elle nous poigne, elle nous empoigne. C'est ainsi que les gens s'expriment. Je ne sais pas, j'étais à la fois subjuguée par tout ce que j'ai vu, par tout ce qui s'est passé, éblouie d'une certaine façon, et puis tellement émue entre une parole, un dernier souffle et l'inanimé. Elle entraîne avec elle, la mort, un mystère qui est donc impénétrable. On en dit beaucoup de choses, mais au fond, on est pris souvent avec le « je ne sais pas ». Suivant. L'être cher n'est plus. Où est-il? Il est un peu partout, mais il est nulle part. Mais aussi, il est dans le cœur de l'endeuillé. Il est dans les souvenirs encore si présents, indélébiles, ineffaçables. Il est aussi peut-être dans les grands espaces. À quel endroit le situons-nous? Dans les couleurs d'un ciel, dans la brillance d'une étoile, cachée sous la terre ferme, dispersée dans l'univers. Où situons-nous notre mort? Impossible de percer le mystère. Seul un repère symbolique va nous permettre de le situer, de réinventer sa présence afin de déjouer l'insoutenable réalité, particulièrement dans les premiers temps de la séparation ultime. Si je ferme mes yeux, je dessine son visage, je le vois, je la vois encore. Je ne veux pas perdre ce souvenir. Le mort est encore là. Je peux me le représenter. On a peur de l'oublier. Autre diapo. Elle nous impressionne. Comment décrire le dernier souffle? Celui-là même qui a précédé une respiration laborieuse, qu'on a poussé à petit feu, un dernier souffle, comme un petit filet d'air à peine perceptible, ou au contraire, dans un effort visible et sonore. Mais la mort peut aussi nous arriver soudainement, même en soins palliatifs, sans prévenir. On avait pensé 3, 4 semaines, mais non, elle nous étonne, elle est arrivée aujourd'hui. Ça peut faire une mort soudaine, même quand on s'y attendait. L'entourage guette le mouvement du ventre. C'est comme si on regarde si cette phase terminale est vraiment là. Est-ce que cette personne va vraiment cesser de s'activer ou est-ce qu'elle va se réanimer et on regarde le ventre toujours pour quelque temps encore? L'espoir, c'est infini. L'espoir, c'est comme l'amour. On meurt avec et on reste, pour ceux qui restent,
avec un espoir qu'on ne peut pas tuer. C'est intouchable. Même la mort ne peut pas s'emparer de l'espoir et de l'amour. Même désespéré, le mourant et ses proches espèrent encore. Même à la dernière minute, on espère encore. Et qu'est-ce qu'on espère? Je pense qu'un écrivain, comme je vous disais, les écrivains, les poètes, sont ceux souvent qui peuvent vraiment nous aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Je voudrais regarder en face ce que je ne supporte pas. J'attends ton retour, c'est plus fort que moi. J'attends l'inattendu, quoi d'autre attendre? J'attends et j'espère l'inespéré. Quoi d'autre espérer? La vie, la vie, la vie. Voyez, on est toujours en train d'espérer la vie, la vie, la vie. Et quand l'autre meurt, on espère retrouver son propre souffle. La vie, la vie. Suivant. La mort donne du sens à la vie. Dès que la perspective de mourir vient à la conscience, peut-être par un pronostic réservé, par le mot du médecin qui dit malheureusement, la vie c'est courte. La perspective de mourir rapproche. C'est comme si la vie prenait tout son sens pour le malade comme pour les très proches. C'est comme si tout d'un coup on ramassait tout l'amour que l'on porte et que l'on se réservait pour plus tard. Tout prend du sens parce qu'on sait qu'on va mourir ou que l'autre va mourir. La mort donne du sens à la vie si on a un sentiment d'accomplissement. Vous savez, ça contribue à mourir sereinement parce que on est libéré de ne pas tout avoir achevé. J'ai fait le plus possible, le plus loin possible. J'ai accompli ma vie le mieux possible, le plus loin possible. Il y aurait eu encore tant à faire, mais je pars avec l'inachevé grâce au sentiment d'accomplissement pour ce qui s'est passé dans ma vie. Le sentiment d'impuissance devant la mort nous permettrait-il de contacter, d'offrir notre humilité? Pour une psychologue comme moi, qui a accompagné pendant 29 ans, 3 jours semaine, une personne qui mourait par jour, je dois vous dire que le sentiment d'impuissance était avec moi au rendez-vous. Mon humilité aussi, ma vulnérabilité aussi, mais une chaîne humaine, un lien profondément humain entre celui qui m'ouvre le chemin, qui a le courage de mourir avant moi. Comment se préparer, alors qu'on se réunit autour du lit? Comment se préparer à la séparation alors que tout le monde est là, avec nous, pour dire un dernier adieu? Si j'ai le temps, parce que je me connais, si je donne trop d'exemples, je vais empiéter sur mon temps. Mais si j'ai du temps, je vous reparlerai de quelques exemples de l'aide médicale à mourir, où quelqu'un m'a raconté comment de tout s'était passé. Alors, je commence à m'apaiser avec cette aide médicale à mourir. Ça fait pas longtemps que je vois un petit peu de lumière avec ce qu'on appelle ce nouveau soin. La mort soulève une angoisse individuelle et universelle, parce qu'en dedans de nous, en dedans de chacun, habituellement, on a, si vous voulez, l'instinct de vie. Ça prédomine. Souvent, c'est incroyable, quand la mort est en face, la vie sort de ses gonds. C'est comme si on allait déployer tout ce qu'il y a de plus fort en nous
pour ne pas qu'elle nous rattrape tout de suite, cette mort-là. On la traîne au fond de nous. C'est une angoisse qui peut être sourde à nos oreilles, un petit peu nébuleuse. Oh, peut-être que nous avons la chance qu'elle soit tapie au fond de nous, mais elle est là. Et je crois que l'angoisse de mort se résorbe en mourant. Quand on est en train de mourir, pour l'avoir frôlé de mon intérieur, je crois que nous ressentons une capacité à la dernière minute avant de mourir, de glisser dans notre mort. On ne peut pas se pratiquer à mourir. On ne peut pas se pratiquer à perdre. Ça se résorbe en mourant. L'angoisse de mort. On passe à l'autre. Le sujet de la mort se fait tolérable comment? Malheureusement, peut-être en la banalisant. C'est pour ça qu'on la tolère. On va tous mourir, ça fait partie de la vie. Oui, c'est pas faux, mais il y a quelque chose, on ne dit pas tout en disant ça. On tente de la défier. Lisez le très beau livre de Le Breton, comment son prénom, Les passions du risque, hein, David Le Breton. Ah, c'est formidable. Les cascadeurs, tout le monde, enfin, ils nous font vivre beaucoup de sensations avec tenter la mort. Hein? Tenter la mort. Viens vers moi, je vais me battre contre toi. On le fait si on est bien en forme. En la reconnaissant chez l'autre, mais plus rarement en soi. C'est pour ça qu'on la tolère. C'est comme si la mort, on en est témoin. Mais c'est pour nous une hypothèse qui reste à prouver que le soi, le moi, on va mourir seulement dans l'acte de mourir, pas avant. Alors, l'hypothèse se confirme en mourant. En attendant, je vois bien que les autres meurent. C'est pour ça qu'on la tolère. Aussi, elle se fera tolérable si on l'inscrit dans des rituels empreints de solennité, de respect, de souvenir, de gratitude. Là, on pourra tolérer la mort si on l'inscrit dans de tels rituels. Au contraire, l'absence de rituel risquerait d'enrayer, d'enrayer énormément autour de tout ce qu'on a vécu avec cette mort. Elle risquerait vraiment d'occulter ce qu'on voudrait dire, ce qu'on voudrait ressentir, ce qu'on voudrait penser. Sans rituel, comment approcher et reculer, approcher et reculer, approcher et reculer pour laisser partir son défunt? Pas de rituel, on le retient. Il ne peut pas aller vers son chemin, puis moi, je ne peux pas reprendre le mien. Le rituel, c'est pour apprendre à se quitter. C'est peut-être la première place où le deuil réellement commence, quand on lui dit vraiment adieu dans un lieu qui regroupe les défunts, selon moi. Aborder le sujet de la mort nous aide à intégrer la mort des sujets. Rendre hommage à nos prédécesseurs augmente notre vitalité. Écoutez, je donne ce petit exemple. J'ai le temps, je l'espère. Oui. Un jour, un psychologue venait nous donner une conférence, je crois, sur la relation entre deux êtres, la communication, l'écoute et tout. Mais avant, il nous donne un bon 5 minutes pour nous parler de sa grand-mère.
Nous, dans la salle, on se regardait, on se disait, ben oui, il aimait vraiment sa grand-mère. C'est incroyable comme il l'a aimé. Mais en même temps, c'est pas de ça qui venait nous parler. Eh bien, tout d'un coup, au bout de 6 minutes, il dit, je vois dans la salle que vous commencez à aimer ma grand-mère, hein, comme je l'aimais. Parce qu'il nous en parlait en bien. Grand-maman faisait des muffins de telle façon, grand-maman nous berçait de telle façon. Mais là, il dit, il faut que je vous dise un secret. Jamais je n'ai rencontré ma grand-mère. Mais je la connais grâce à la parole de ma mère, qui me l'a présentée tout au long de ma vie, sans jamais n'oublier que j'avais eu une grand-mère, sa mère, qui avait été ceci ou cela. Et c'est elle qui a fait vivre ma grand-mère en moi. Et je sais maintenant que j'ai une grand-mère qui veille sur moi et je l'ai connue ainsi par ma mère. Alors vous voyez, rendre hommage à quelqu'un, ça fait du bien parce que au fond, on apprend. Chaque personne qui dit quelque chose du défunt, on découvre le défunt. On y va avec l'autre diapo. La vie, la mort, c'est un couple inséparable. Parfois, le fil est si ténu entre la vie et la mort que la volonté de traverser l'épreuve, indépendamment de son dénouement, c'est ce qui compte, c'est la relation entre deux êtres qui sont réunis devant l'extrême et qui sont organisés parce qu'ils sont placés devant une séparation ultime pour donner le meilleur de chacun, le meilleur de soi. On donne le meilleur de soi-même. Chacun donne le meilleur de lui-même entre la mort et la vie. Rien d'autre n'existe à la fin. Rien. Seule la relation persiste. Ça vaut la peine de donner de la valeur à nos relations durant la vie, parce que si on ne peut pas se pratiquer à perdre durant toute la vie en nourrissant bien nos relations affectives, nous serons comblés au moment de devoir quitter la vie et de savourer encore une relation qui persiste. Quoi qu'il en soit, l'enfant, tout comme l'adulte en deuil, connaît une percée de lumière au sein de la vie elle-même. Il veut, cette personne en deuil, transcender l'obscurité de la perte. Et c'est ça qui est formidable. La perte est cruelle, mais notre pouvoir psychique de la mettre à sa place, la mort, et de mettre le défunt dans une place privilégiée en nous, c'est ça, une percée de lumière dans notre être. Nul n'est à l'abri de vivre la vie bouleversée, de vivre un moment, une épreuve qui bouleverse. On ne se prépare pas jamais au pire. On le vit quand il survient. Et c'est parce que un moment grave survient qu'on est en lien avec nos forces intérieures. On ne peut pas savoir nos forces intérieures à ce point si on n'est pas placé devant quelque chose d'immense, comme accepter de lâcher la vie et accepter de perdre. L'autre diapo. Parmi les essentiels pour composer avec sa propre mort, comment on peut l'approcher, l'apprivoiser? D'abord, on peut rédiger un testament. Vous savez, même jeune, dès que l'idée nous vient, on rédige un testament. C'est un acte responsable envers de nos proches, envers nos tout petits-enfants. On peut dire aux siens ce qu'il représente à nos yeux dans une lettre qu'on va attacher au testament. Ma mère nous avait écrit une lettre en 1982 attachée à son testament et puis elle est morte en 2001. Ah, mon Dieu, sa lettre, sa lettre. On s'en fout de ce que les gens nous laissent, mais des mots, une lettre au dernier rendez-vous à chacun des enfants, c'est quelque chose à brocher au testament.
On intègre la beauté, les beautés de la vie tout au long de la vie. Soyez poreux, poreux, pour que tout ce qui est beau, comme au mois de novembre, qu'on a vu des journées exquises, on les fait entrer dans les pores de la peau et ça donne du matériel jusqu'à la fin de notre vie. Quand on fermera les yeux, on se souviendra des livres qu'on a lus, des articles qu'on a lus, des témoignages de malades qu'on a entendus. On revive, on lira encore le message de Christiane Singer avant sa mort. Que je vive ou que je meure, je choisis la vie. On ira voir le YouTube de Marie Séguin qui nous dit tout ce qu'elle ressent avant de mourir. Elle meurt presque devant nous. On ira relire les expériences de deuil des personnes qui nous écrivent, comme de Fonbrelle, je pense que c'est Véronique de Fonbelle, une Française, qui nous décrit que le deuil, 20 ans après, voici où j'en suis. C'est puissant. On écoutera de la musique seule ou en groupe, parce que la musique rejoint nos émotions. Hein? Elle a bercé nos cœurs toute la vie. Au cimetière Le Repos Saint-François, je suis consultante pour eux l'été quand on pouvait être en présentiel. Il y avait de beaux concerts, beaucoup de promenades de personnes, 200, 300 personnes avec de la musique dans le cimetière, où on avait le sentiment qu'on écoutait la musique avec nos défunts. Découvrez, je vous en prie, le film documentaire de Fernand Dansereau, Le vieil âge et l'espérance. Le vieil âge et l'espérance, dans lequel on voit un homme presque vers son dernier souffle. J'en suis habité, je le serai toute ma vie et même sur le lit de ma mort, de ce que cet homme nous dit avant de mourir. Allez voir ce film. J'ai fait une erreur, ce n'est pas de l'ONF. Le film de Fernand Dansereau. Allez juste voir Le vieil âge et l'espérance. Il faudra que je corrige ma diapositive. C'est l'autre film qui est que de l'ONF, de Marie-France Guérette sur le deuil, Sans maman. Si vous allez voir ces deux choses-là, vous allez entendre parler de la mort avec les vraies choses. Ça fait du bien. Et on en a un tout petit peu moins peur à chaque fois. Autre diapo. Le danger de percevoir la mort uniquement comme horrifiante. On peut la voir comme ça, on peut la penser comme ça, la mort. Quand est-ce qu'on la voit seulement comme horrifiante? Quand on est en deuil et quand on n'accepte pas qu'elle a fait partie du contrat d'une vie. Vous savez, ce dernier petit paragraphe sur nos contrats d'assurance qu'on n'avait pas lu. Hein? Tout petit, mais nous, on a un contrat de vie. Tout petit dernier paragraphe en bas de page. Que nous aussi, on va mourir un jour. On ne veut pas lire ce petit paragraphe. Et le mot ne pas accepter fait partie des réactions normales. Mais quand il perdure, on ne voit la mort que comme horrifiante. On la refuse. Alors si je refuse la mort de mon proche et que je ne peux pas aspirer à vivre autrement, je suis dans une impasse. Accepter, c'est me mettre en chemin. Quand on considère la mort comme une insulte à son endroit, une trahison, moi qui ai été une bonne personne, moi qui a fait tout ce qu'on me demandait le plus possible sans reproche, on vient dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est comme si tout d'un coup, on s'aperçoit que notre mort, elle est comme celle des autres. Elle arrive à un moment inopportun, sans crier gare. C'est sûr que ça nous prend aux tripes, mais ce n'est pas une trahison. On nous l'avait dit qu'un jour, on partirait. C'est dur. Quand on perd notre empathie devant la mort des autres,
ça va pas bien. Avoir de l'empathie, c'est garder la flamme de l'amour pour tous ceux et celles qui perdent particulièrement durant ce temps de pandémie. Avoir de l'empathie pour ces personnes qui meurent seules, pour ces personnes qui reviennent à la maison après avoir vu un proche par la fenêtre. Mon Dieu, où sommes-nous dans ce monde actuel? Quand on la banalise, la mort, à force de voir des gens mourir. Oh, 29 ans auprès des mourants, je trouve tellement ça encore impressionnant, la mort. Jamais je pourrais banaliser la mort. Oh, c'est tellement comme ça. Quand on ne la craint nullement, en se hasardant un petit peu devant elle, en la défiant, en prenant des gros risques, et puis on ne sait pas que c'est elle qui peut avoir le dernier mot. Il ne faut pas comme ça trop se jeter dans les bras de la mort, parce que là, elle pourrait devenir horrifiante. Quand on interdit l'entourage de parler de la mort, hein, quand on a perdu un être cher et qu'on dit ne parlez plus de Marie, je ne peux plus vous entendre. On va rester avec la boule dans la gorge. On ne pourra plus dire Marie, Marie, parce qu'un endeuillé qui vient voir une psychologue aurait envie de nous dire, est-ce que je peux m'asseoir pendant 1 heure? Si je pleure pas, au moins, je vais vous prononcer le nom Marie pendant 55 minutes. Êtes-vous prêt à m'entendre? Marie, Marie, Marie. C'est parfois notre rôle, la psychologue, de juste entendre le prénom du disparu. Personne ne veut entendre ça 50 fois. On peut changer de diapo. Comment apaiser sa peur de la mort? En l'approchant comme un pompier approche le feu, en étant prudent. Comme moi, je ne veux pas rentrer dans la chambre de mourant n'importe comment. J'entre avec ma petite jaquette bleue à l'intérieur de moi. Je m'installe avec discrétion. Je demande où puis-je m'installer. Puis-je rester 5, 10 ou 12 minutes? J'y vais avec prudence. Un pompier ne se jette pas dans le feu avec pas d'équipement, avec pas d'habillement, avec pas de bottes de sécurité. Et moi, je ne peux pas entrer dans une chambre avec des babouches, le faisant n'importe comment. Il y a une manière d'entrer dans la chambre d'un mourant, en tâchant de ne pas mourir avant le temps, parce qu'il y a des gens qui nous portent psychiquement avant de mourir, comme si tout d'un coup le corps peut lâcher, mais nous, on peut encore rêver, on peut encore espérer, même si le corps fait des siennes, la psyché est peut-être notre partie intacte, si quelqu'un la tient avec nous, pour nous. Parce que nous trouverons la force d'y faire face au bout, devant elle, quand elle est là, quand elle est en soi, quand la mort se fait un passage, quand le témoin la voit arriver, quand notre corps devient exsangue. Là, on se prépare à partir. On ne peut pas se préparer à tous les jours à mourir, mais non, on se prépare à vivre, on se lève devant la vie, on part en disant merci, je suis vivant, je vis. Alors, on l'apprivoise par la communication. Hein? Parler de la mort, ça s'inscrit toujours dans le mouvement de la vie. On ne pourra plus parler de la mort une fois mort. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre des mots sur elle dans un mouvement de vie, en l'accompagnant, en perdant, en lisant sur elle. On va vers l'autre diapo. Ce que le mourant nous enseigne. L'adage « on meurt comme on a vécu », au début, je ne voulais pas que ce soit comme ça. Je voulais que, je ne sais pas,
quelque chose d'incroyable se transforme de nous avant de mourir. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de toujours travailler toute notre vie sur notre paix intérieure, sur notre capacité d'aimer. Parce que oui, on va mourir comme on a vécu. Mais il existe des renversements de dernière minute. Il se peut qu'une personne pacifiée durant la vie se mette à avoir peur avant de mourir. Et nous serons là pour l'aider à traverser. Et il se peut que vous ayez été anxieux durant la vie et que là, l'angoisse vous lâche et que vous trouviez ça beaucoup plus doux que vous l'aviez appréhendé. À son chevet, on se réunit parce que parfois, on se réconcilie, on se demande pardon, on peut se faire des étreintes à la toute fin de vie. Parfois, on ne le sait plus avec la COVID. Ici, oui, ici, non, mais pensons avant et après COVID. Être ensemble autour du lit du mourant, c'est comme être à table quand on mangeait en famille. Il y avait toutes sortes de tensions, mais avant de partir, on voudrait libérer toutes nos tensions, aimer très fort celui qui a le courage de partir avant nous. Mais on peut aussi voir remonter à la surface, hein? On peut voir ça, si vous voulez, s'installer plein de choses, hein, qui n'avaient pas été réglées. Et puis, on va peut-être malheureusement rester ainsi. Je vous le dis, on peut régler des choses même après la mort de quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire en thérapie ou autrement pour se libérer, hein, de tensions qui sont restées à l'intérieur de nous, on peut le faire. Si on avait le temps, je vous dirais comment. L'attitude devant sa propre influence, hein, notre attitude devant sa propre mort influence le chemin de tous ceux qui nous entourent. Autrement dit, sa façon de mourir, vous et moi, quand on va mourir, il va y avoir une influence sur nos proches. Comment est-il mort? Tout le monde demande ça. Ah, il est mort paisible. Il était beau. Ah, pas de rides. Ah, qu'elle semblait reposée. Oh, je crois qu'il est mort tendu. Oh, je pense qu'il est mort en souffrance. En fait, on va essayer, hein, tout le monde ensemble, de pacifier le mourant pour qu'il offre sa mort devant les yeux de ceux qui le regardent partir et que ça nous influence quand notre tour viendra. Et aussi, ça influence la nature du deuil qu'on va entamer. Les derniers mots du mourant ont le poids des mots des enfants qui arrivent au monde. Quand un enfant dit son premier mot, ah, il a parlé. Quand un mourant dit son dernier mot, on ne l'oubliera jamais. Qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? On ne l'oublie jamais. Un être généreux le demeure jusqu'à sa mort. Il veut laisser un legs affectif. Si ça vous tente de lire le livre que j'ai écrit avec, c'est pas marqué ici, mais heureusement dans la bibliographie, Claude Cyr, pédiatre. Un homme extraordinaire que je ne connaissais pas, avec qui j'ai fait un échange de lettres sur comment on se sent quand on travaille en soins palliatifs. Vous, comme médecin, moi, comme psychologue, vous, avec les jeunes enfants qui les voyaient souffrir, mourir, mais aussi si grands. Et moi, les adultes tout petits qui régressent. Comment on se sent? Comment on se sent? C'est un livre, j'ose pas vous dire, allez-y puis me faire de la promotion. Heureusement que je l'ai écrit avec un médecin génial pour dire, ne serait-ce que lire ce qu'il a écrit, sa lettre, ses lettres à lui. Je vous souhaite de lire ça. Ça nous aide un petit peu, je pense, à comprendre qu'est-ce que la personne vit à la fin. Qu'est-ce qu'une mort traumatique suivante?
diapo. Juste je vous coupe juste pour vous dire que vous avez 3 minutes. 3 Je sais pas minutes. si vous... Bon, alors, on n'ira pas beaucoup sur la mort traumatique telle qu'elle est là. Les diapositives sont là, mais s'il vous plaît, retenez que Pascale Brion, psychologue, est celle qui a le mieux écrit, à mon avis, au Québec sur le deuil, la mort traumatique. C'est un nom à retenir si cela vous intéresse. Alors, aussi, on peut juste dire qu'aujourd'hui, même en soins palliatifs, la mort traumatique pourrait s'inscrire en soins palliatifs à cause de l'extrême solitude. On y va juste pour une autre encore. On passe par-dessus la mort traumatique. Et puis, je vous donne 2 ou 3 citations d'auteurs parce qu'elles sont belles. Voilà Pascal. Pascal Brion, notre perte est permanente, mais pas notre souffrance. Hein? La mort n'est pas forcément un point final de l'être. Vous lirez Véronique de Fontbelle. C'est ça qui est beau dans tout ce qu'elle dit. Je vous dis la dernière phrase que j'ai lue il n'y a pas si longtemps dans le livre d'Antonine Maillet, Clin d'œil sur la vie qui passe. Oh, que c'est beau! J'ai fermé les yeux de celle que j'aime et elle a ouvert les miens. En fermant ses yeux, elle a ouvert les miens. Oui, c'est ça. C'est ça que ça fait accompagner quelqu'un qu'on aime. Il nous ouvre les yeux et c'est lui qui va venir éclairer le sens de notre vie. Autre diapo, nous sommes à la biblio, non? Autre? L'héritage? Non, on peut pas. On peut pas. J'ai terminé mon métier. Voilà, je vous en ai parlé. On y va à la fin. Vous êtes revenu avant. On continue à apprendre grâce à l'autre. Et puis voilà la bibliographie. Bon, je suis toujours un petit peu 2 ou 3 diapos de trop. Puis je fais beaucoup d'efforts. Je passe de 40 à 20 quelques. Et puis voyez, 20 quelques ou 20, c'était encore trop. Merci. On vous remercie beaucoup, Joanne. C'était super intéressant. Je ne sais pas si on a 1 minute, s'il y a des questions.